Bonjour à tous, il est 11h32, on va commencer. Je pense que tout le monde est connecté. De toute façon, on enregistre pour les retardataires. Hem, Merci de vous être connectés aujourd'hui pour, ce webinaire HubSpot et Marcantive où on va voir ensemble comment utiliser la data comment utiliser la data, pardon, et des outils adaptés pour, un marketing plus performant. Donc on va se diviser, les différentes slides en 2 parties entre Thibaut et moi. Donc pour se présenter rapidement, je m'appelle Bénédicte, je suis Solution Engineer chez HubSpot, donc plutôt experte sur le produit HubSpot, et je suis accompagnée aujourd'hui de Thibaut. Enchanté, bonjour à tous. Donc moi, je travaille chez Markentive. Je suis Innovation Manager. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je m'occupe de la construction et de l'amélioration des services qu'on est capable de proposer. Et donc, Markentive, on est partenaire élite, le seul en France, et on est 6 dans le monde, il me semble. Donc voilà, donc on va co-animer ce webinaire. Donc voici l'agenda. En première partie, donc ça va être Bénédicte qui va parler du rapport d'attribution qui est disponible aujourd'hui dans HubSpot Enterprise. Et moi, je vais m'atteler sur la construction d'un écosystème digital. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous donner quelques tips sur comment faire ça. Super, bon, bah, c'est parti. J'enchaîne du coup sur les rapports d'attribution. On va commencer avec une petite analogie pour revoir ensemble les rapports d'attribution. Déjà, qu'est-ce que l'attribution? Pourquoi l'utiliser? Et ensuite, on ira un petit peu plus voir dans HubSpot à quoi ça ressemble et comment on peut travailler ça d'un point de vue marketing. Donc, je commence tout de suite par une analogie qui est assez parlante, on trouve tous les deux, Oui, je sur pense. la présentation des rapports d'attribution. C'est le football. Alors, j'ai pas une grosse connaissance footballistique. Thibaut m'appuiera pour, pour les exemples, mais en tout cas, sur la logique et la façon dont on aborde le sujet, c'est une bonne façon d'aborder cette thématique. Si on regarde un match de foot avec une équipe sur le terrain, on peut se demander à qui attribuer le mérite d'un but marqué par l'équipe. Historiquement, on va avoir tendance à attribuer ce mérite au buteur. Celui-là, je le connais, c'est Kylian Mbappé. Et c'est en général ce joueur-là qui va être mis en avant. C'est sur lui que va se faire toute la communication et vraiment que le feu des projecteurs va être placé. Donc, qui a marqué le plus de buts, Thibaut, pendant la dernière Coupe du Monde? Honnêtement, je crois que j'ai pas la réponse, mais c'est pas Griezmann? Je crois que c'était un. Donc voilà, en tout cas, c'est les noms qu'on retient après des grands événements de foot. C'est plutôt qui vont être les joueurs qui marquent directement le plus de buts. Mais on peut aussi se poser la question, finalement, la personne qui va faire cette passe juste avant de marquer le but, est-ce qu'elle n'a pas autant d'importance, voire peut-être même plus, que la personne qui marque le but final? C'est ce qu'on appelle des passes décisives. Qui a fait le plus de passes décisives? Je ne sais pas si toi tu sais, Thibaut. Ouais, je vois Griezmann, donc je pense que c'est Griezmann, Griezmann. voilà. Très bien. Donc effectivement, c'est un autre nom qu'on peut retenir après de grands événements, et c'est quelqu'un qui est souvent aussi reconnu, et de toute façon, ça a un nom, la passe décisive, donc ça indique que c'est reconnu. Mais finalement, si on se prend encore un peu plus de recul, pourquoi est-ce qu'on n'attribuerait pas plus de mérite, voire autant de mérite, à l'ensemble des joueurs et à l'ensemble de l'équipe, puisque finalement, ça reste un jeu d'équipe et un travail d'équipe qui amène au résultat final de marquer ce but et d'accorder un point à son équipe. Donc déjà, pourquoi compter et pourquoi ces chiffres sont importants pour les joueurs? Qui marque le plus de buts? Qui fait le plus de passes décisives? Et pourquoi c'est important pour l'entraîneur? Tout simplement, pour les joueurs, c'est ce qui va leur permettre de développer leur carrière de joueur, de développer leur crédibilité. Et pour l'entraîneur, c'est pour connaître son équipe. Comment son équipe fonctionne ensemble, comment les joueurs interagissent, qui a le plus d'impact finalement sur les scores finaux. Et si on applique ce système et ce schéma au parcours d'achat, finalement, c'est assez similaire. Si on regarde sur ce schéma et qu'on remplace simplement les personnages et les joueurs par des différents contacts, on pourrait, mon illustration, d'attribuer l'ensemble du crédit au dernier point de contact marketing avant la fermeture d'un deal, ou alors à l'avant-dernier point de contact qui permet de fermer
fermer un deal et penser à l'ensemble du parcours d'achat et l'ensemble des points de contact. Finalement, chaque point de contact a un rôle à jouer jusqu'à la fermeture du deal et chaque point de contact a son importance. À nous de définir lequel on veut mettre si on peut identifier ce qui a le plus d'impact sur la fermeture d'un deal, pourquoi est-ce que c'est important pour un marketeur? Pourquoi est-ce que c'est important pour un CMO? Tout simplement pour justifier le crédit de tous ces efforts qui sont faits en marketing sur la création de contenu, sur la promotion de ce contenu. Comment est-ce que j'influence dans le parcours d'achat jusqu'à la vente? Donc j'en ai fini avec mon analogie sur le foot et j'espère que ça a posé déjà de bonnes bases sur le sujet qu'on aborde aujourd'hui et pourquoi ce sujet est important dans une entreprise. Et c'est là aussi la raison pour laquelle chez HubSpot, on a lancé les rapports d'attribution et même les rapports d'attribution qu'on appelle nous multi-touch, donc vraiment à différents points de contact, parce qu'on l'a vu, il n'y a pas qu'un seul point de contact qui est important dans le parcours d'achat, il y en a plusieurs et ils ont tous un rôle important à jouer. Donc les outils dont on va vous parler aujourd'hui sont des outils qui sont disponibles dans Marketing Hub Enterprise, donc la version la plus haute du relativement nouveau, qui sont sortis le mois dernier. Donc on est très heureux de vous les présenter aujourd'hui un peu plus en détail. Donc si on prend un exemple maintenant concret sur ces rapports d'attribution et comment ça pourrait fonctionner au-delà de l'imagerie du foot, à quoi ça pourrait ressembler. Prenons l'exemple de Content Square. Et voici Julie. Julie, elle travaille dans l'équipe marketing de son entreprise et elle se pose une question, elle voudrait améliorer ses conversions desktop. C'est une problématique qu'elle a en ce moment, elle se fait challenger par son équipe et ses managers sur ce sujet-là. Donc, premier réflexe, comme je pense la grande majorité d'entre nous, c'est qu'elle va faire une recherche Google. Elle fait une recherche Google, comment améliorer mes conversions desktop. Elle va trouver plusieurs sites et plusieurs ressources. Notamment, elle va naturellement se rendre sur le premier résultat qui est un article de blog de Content Square. Elle s'est renseignée. Suite à ça, elle est très et elle va s'inscrire à la newsletter parce qu'elle trouve du contenu intéressant et finalement, pourquoi pas, il y a pas mal de choses et de guides qui peuvent l'aider dans son projet pour améliorer ses conversions desktop. Ensuite, elle va être nurturée. Comme tout bon marketeur, chez Content Square, il y a des scénarios de nurturing qui sont mis en place et une fois que quelqu'un s'inscrit à la newsletter ou télécharge un contenu, on va continuer à les alimenter et leur fournir du contenu pour répondre à leurs problématiques. Elle va donc recevoir plusieurs emails, dont un qui va particulièrement l'intéresser et qui va l'inciter à réserver un créneau pour une démo de l'outil. Donc maintenant qu'elle s'est bien renseignée, elle est prête à voir l'outil et à voir si ça pourrait correspondre à sa problématique. Donc à partir de là, on a un vrai intérêt, une vraie opportunité commerciale. On va créer, côté Content Square, une transaction. Donc c'est un nouveau point de contact important. Suite à la démo, Content Square a fait un bon boulot, la transaction est gagnée, Julie décide d'adopter l'outil pour son entreprise. Parfait, donc on a vu un parcours d'achat complet avec 4 gros points de contact importants qui ont amené à la fermeture d'une transaction d'un montant de 800 €. Donc prenons un petit peu de recul sur ce parcours d'achat qu'on a vu. Donc, Julie a eu une première interaction avec l'entreprise via une recherche naturelle sur les réseaux sociaux. Ensuite, elle a été reciblée via une campagne payante sur les réseaux sociaux, pardon, sur Facebook. Suite à quoi elle a été nurturée. Elle a cliqué sur un email où elle a pu booker sa démo et enfin la transaction a été gagnée tout simplement dans le sales process. Donc on a aussi ici tout ce travail d'équipe finalement du marketing, que ça part du référencement naturel jusqu'à la partie publicitaire, le nurturing et le travail main dans la main avec les commerciaux qui permettent de clore la transaction. Donc voilà un exemple très concret. Et si on reprend cet exemple et qu'on se rapproche un petit peu plus de l'outil et comment on analyse finalement ces différents
points de contact que Julie a eu dans l'entreprise et à quoi ça pourrait ressembler si moi j'étais marketeur chez Content Square et j'avais besoin d'analyser mon parcours d'achat. Donc la première chose, c'est qu'il y a ces 4 grands points d'interaction qu'on a vus, qui vont être la première interaction du contact avec votre contenu, la création du lead, la création de la transaction et enfin la transaction gagnée. Sur ces 4 grands points d'interaction, on va pouvoir choisir d'attribuer plus ou moins de crédit à chacun d'entre eux par rapport aux 800 € qu'on a fermés, comme on le faisait avec notre buteur et notre passeur décisif finalement. Est-ce que j'attribue 100% du crédit au buteur, qui va être dans ce cas-là le commercial, ou à la personne qui fait la passe décisive, et là c'était le nurturing. Donc, c'est les premières questions à se poser. Et c'est ces questions qui vont nous permettre de sélectionner un modèle d'attribution. Est-ce que je décide d'attribuer le crédit de ma transaction gagnée à la première interaction, à la dernière? Est-ce que je fais un modèle d'attribution linéaire qui va se répartir entre ces 4 grands points de contact et qui va répartir l'attribution du revenu sur l'ensemble de ces points? Le chemin complet, parce que ce qu'on ne voit pas forcément ici avec ces 4 grands points principaux, c'est qu'il y a aussi d'autres petites interactions, peut-être moins fortes, mais qui sont quand même là, et je peux choisir de les inclure. Je peux faire un modèle en forme de U, en forme de W. Il y a différents modèles disponibles selon ce qu'on souhaite faire remonter. Donc, la première question qu'on pourrait se poser, c'est comment nos clients nous découvrent-ils? Donc ça, c'est le modèle de première interaction. On décide de donner l'ensemble du mérite au premier point de contact qu'un visiteur va avoir avec notre marque avant de devenir client. Donc si on remonte toute la chaîne, c'est vraiment la toute première interaction que j'ai. Si je reprends l'exemple de Julie, sa première interaction avec Content Square, c'était sa recherche sur Google, donc sa recherche naturelle. Donc voilà notre première interaction. Donc dans ce cas-là, j'attribue 100% du crédit à la recherche naturelle, donc dans mon rapport d'attribution, 800 € sont attribués à la recherche naturelle. Donc ça, c'était pour l'exemple de Julie spécifiquement. Mais si je regarde de manière un peu plus globale, en prenant du recul sur l'ensemble de ma data, ce que je vais peut-être voir dans un rapport qui ne se focalise pas juste sur un deal, sur une transaction, c'est que finalement, le trafic direct est un point important, un point de découverte important. Donc j'ai une bonne notoriété spontanée, mais l'email marketing arrive en deuxième place et aussi est assez bien positionné avec le référencement payant. Donc, on ne se focalise pas uniquement sur un cas spécifique d'une transaction donnée, mais on va aussi prendre le recul et voir sur l'ensemble de mes transactions quel est vraiment, côté marketing, ce qui va avoir le plus de poids sur la première interaction. Deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui va influencer nos clients sur l'ensemble du parcours d'achat? Donc là, le modèle le plus approprié pour répondre à cette question, ça va être le chemin complet. Donc là, on le voit sur la droite, le chemin complet va répartir 90% de l'attribution sur les 4 gros points de contact qu'on a vus. Première interaction, création de lead, création de transaction et transaction gagnée. Et les 10% restants vont être répartis de manière équitable sur les autres points de contact plus petits qui ont lieu entre chacun des points les plus importants. Donc, prenons cet exemple-là. Et dans mes rapports, là, ce que je vois, c'est que pour le coup, ce sont les campagnes payantes qui vont avoir le plus d'impact. Donc, ça veut dire que si je compare ça avec les rapports qui se focalisent sur la première interaction, que plus tard dans mon parcours d'achat, les campagnes sociales payantes vont avoir un gros impact sur le revenu que je vais pouvoir closer. Quelques bonnes pratiques. Donc, si on suit un petit peu le process que je viens de vous expliquer, pour pouvoir sélectionner un modèle d'attribution, il faut tout d'abord identifier la question. Donc, on l'a vu, quelques questions qu'on s'est posées, c'est qu'est-ce qui me permet d'amener le plus de revenus? Quel est le premier point d'interaction important? Quel est le chemin complet qui va pouvoir amener le plus de revenus dans mon entreprise? Quels sont les contenus marketing? Une question qu'on pourrait se poser, quels sont les contenus marketing qui vont me permettre de closer le plus de revenus? Toutes ces questions qu'on se pose d'un point de vue stratégique vont nous aider à identifier le modèle d'attribution à sélectionner quand on va construire ces rapports. Ensuite, on va le voir un petit peu plus tard, on peut utiliser des recettes quand on ne sait pas par où commencer. Quand on commence avec l'attribution, ce n'est pas toujours évident d'identifier ses premières questions.
HubSpot met à disposition des recettes prédéfinies dans l'outil où justement on vous surface ces différentes questions que vous pouvez vous poser afin de vous aider à commencer et potentiellement ensuite de créer vos propres rapports sur mesure. Donc regardons un petit peu plus en détail comment on construit ces rapports dans HubSpot. La bonne nouvelle, c'est que c'est assez simple, il n'y a que quelques étapes, donc j'en ai plus pour très longtemps avant de laisser la parole à Thibaut. La première étape, ça va être d'accéder à l'éditeur de rapport. Donc, depuis n'importe quel tableau de bord dans HubSpot, je vais pouvoir cliquer ce bouton qui me permet d'ajouter un rapport et d'en créer un nouveau. Ensuite, je vais simplement sélectionner mon option pour les rapports d'attribution. Et là, c'est ici que je vais avoir les templates ou les recettes, comme je vous le disais tout à l'heure, qui sont prédéfinies et qui identifient ces différentes questions qu'on peut se poser pour définir le modèle à utiliser. Une fois que j'ai défini ma recette, j'ai aussi bien sûr l'option de construire sur mesure ou juste de modifier un petit peu la recette, d'ajouter des filtres. Est-ce que je veux regarder une recette sur le modèle du chemin complet, mais par contre, je vais aller filtrer un petit peu plus en détail. Je veux voir qu'une pipeline spécifique ou je veux voir qu'une date spécifique ou une tranche de date spécifique. Peut-être que je veux regarder que l'année passée ou le mois dernier ou le mois qui est en cours. Donc, je vais pouvoir aussi jouer un peu avec la souplesse de l'outil et les différents paramètres pour recibler et recentrer la data que je veux voir. Et la dernière étape, il suffit d'enregistrer notre rapport. Tant qu'on a la data dans HubSpot, le rapport va automatiquement s'incrémenter avec l'ensemble des transactions que vous aurez gagnées et l'ensemble des contenus marketing qui sont suivis dans l'outil et vous permettent de savoir lesquels vous permettent de générer le plus de revenus. Et voilà, c'était tout pour moi. Merci Bénédicte. J'espère que c'était clair. Alors, Bénédicte vient de montrer un bon exemple finalement d'un outil marketing qui nous permet de prendre des bonnes décisions, nous baser sur de la data. Mais pour avoir ça, finalement, il faut avoir de la data propre, rationnelle, basée au même endroit. Donc, le premier point que j'avais envie d'aborder, ça va être finalement construire un écosystème digital performant. Pourquoi c'est important? Parce que déjà aujourd'hui, le MarTech, donc on est aujourd'hui à plus de 5000 outils disponibles sur le marché pour évidemment des objectifs différents, donc tant en advertising, en content, en social, en commerce, data management, etc. On est perdu dans un océan d'outils et on ne sait plus exactement qu'est-ce qu'il nous faut. Enfin, il faut savoir se poser les bonnes questions, c'est quoi mes besoins métiers, etc. et sur quoi je vais me baser pour choisir des bons outils. C'est un petit graphique simplement pour vous montrer un petit peu en fonction de la taille de l'entreprise. Donc, ça date de février 2019. Ça a dû encore changer un peu. On est quand même à plus de 40, enfin, on est à 40 applications. Il faut savoir que c'est bien d'avoir plein d'applications pour plein de besoins métiers. Il faut savoir aussi rationaliser tout ça, avoir finalement une data centralisée à un même endroit pour pouvoir l'utiliser. Parce que la data brute à droite et à gauche, ça ne nous sert à rien. Il faut pouvoir se baser dessus pour prendre des décisions. Donc finalement, la donnée, la nouvelle richesse, avec bien sûr le prisme de la donnée, on est capable de l'analyser. On peut segmenter, comprendre, personnaliser, améliorer notre entreprise, notre business, etc. Seulement si on est capable de se baser sur de la data. Et on voit bien aujourd'hui d'ailleurs que intégrer des systèmes différents, donc avoir des bases de données différentes, c'est le challenge principal pour faire en sorte que la technologie soit vecteur business, aide l'entreprise à croître. Et j'aime bien ce graphique aussi parce que justement, tous les points qui sont en dessous, c'est plus ou moins ce qu'a traité Bénédicte. Attribuer le revenu au marketing pour pouvoir justifier le marketing, comment on calcule le ROI du marketing, ça c'était ton point. Je n'avais même pas vu que c'était là, donc parfait. Plutôt, ça fait sens. Voilà, donc si on en revient un petit peu à HubSpot, c'est finalement comment on peut se servir d'HubSpot et sa plateforme pour commencer à construire son écosystème digital. Petit point juste philosophique, méthodologique plutôt que philosophique. La Flywheel d'HubSpot, je crois que ça a apparu en 2018, il me semble. Ouais. C'est un petit peu pour faire opposition au funnel marketing et vente, etc., qu'on avait l'habitude de voir, où le client était une finalité. Là, la philosophie est différente. Le client se retrouve au centre de toute la méthodologie de l'entreprise. On va trouver un moyen de l'attirer, on va interagir avec lui et le fidéliser. Et finalement, tout ça, le flywheel, ça veut dire roue d'inertie en français.
Et plus on va rester customer-centric, on va faire travailler les différents pôles de l'entreprise ensemble sur le client pour lui proposer une expérience qui soit digne de votre entreprise. C'est tout le principe de la flywheel. Et pour revenir un petit peu à la data, finalement, HubSpot a construit sa plateforme sur cette méthodologie avec ses 3 outils principaux qui sont le marketing, les sales et le service, avec un CRM commun à ces 3 pôles-là. Donc les 3 pôles de l'entreprise, finalement, vont travailler sur la même base de données centralisée. Et bon, ils se sont bien rendus compte aussi finalement que ces 3 services-là ne vont pas répondre à tous les besoins d'une entreprise et ils ont commencé à ouvrir un petit peu leur plateforme aux intégrations. Ils ont aujourd'hui une marketplace, une API ouverte, etc. pour que vous puissiez connecter vos applications métiers qui vont vous servir et utiliser HubSpot finalement comme CRM commun, même en utilisant de la donnée qui vient de services extérieurs. Voilà, donc ça, c'est non exhaustif aujourd'hui. Tous les outils tierces qui se connectent à HubSpot nativement, donc sans avoir besoin de faire de développement. On retrouve finalement toutes les applications qui sont par exemple l'advertising, l'emailing, le e-commerce, le social media, la productivité. Un petit peu avant, si vous utilisez HubSpot, pardon, avant d'aller chercher des outils tierces, regardez ce qui se passe sur le marketplace. Et je ne sais pas combien il y a de nouvelles intégrations par mois, mais il y en a un sacré paquet. L'idée, c'est aujourd'hui, la marketplace est assez bien faite pour qu'en fonction de vos besoins métiers, il vous sélectionne les applications qui pourraient répondre à vos besoins et faire en sorte que les outils se parlent sans avoir de friction finalement technique. HubSpot, donc la marketplace, je viens d'en parler, donc on a plus de 400 applications tierces qui sont connectées nativement. Et vous avez aussi la possibilité dans HubSpot, finalement, d'utiliser d'autres applications, automatiser des actions, automatiser un peu vos processus et optimiser un petit peu votre marketing de manière générale, directement dans l'outil Workflow d'HubSpot. Évidemment, toutes les applications aujourd'hui, on en a vu tout à l'heure, il y en avait plus de 5000, ne se connectent pas toutes à HubSpot. Il reste évidemment une API ouverte pour faire vos connexions custom finalement avec HubSpot. Alors ça, c'est juste pour vous montrer un petit peu. Donc là, je viens de Marketive, je vous montre le stack technique de Marketive. Aujourd'hui, nous, en fonction de la friction sur laquelle on va travailler pour nos clients, donc ça peut être l'attraction, la conversion, l'engagement, le closing ou finalement le delight, l'enchantement. On a construit un petit peu notre écosystème d'outils qu'on était capable d'implémenter chez nos clients pour répondre à des problèmes spécifiques. Typiquement, pour l'attraction, on va avoir tous les réseaux sociaux, on va avoir les outils qui vont nous permettre d'améliorer notre SEO. Pour la conversion, on va avoir tout ce qui concerne les événements comme Eventbrite, on va avoir des formulaires qui proposent une expérience un peu différente avec du Typeform, etc. Donc voilà, l'idée, c'est pas partir dans tous les sens, mais qu'est-ce qu'on peut proposer comme outil en ayant comme base HubSpot. HubSpot ici est transverse, vous le voyez sur toutes les strates, qui se connectent à HubSpot et finalement vont, pour la finalité des choses, aider à améliorer l'expérience qu'on va avoir les clients de nos clients. Alors, à quoi ça peut ressembler un écosystème? Donc là, je vous ai dessiné celui qui est chez nous, chez Marketive finalement, avec des différents groupes. Je vais passer à la slide d'après. Ici, les applications que nous, on a connectées pour tout ce qui est la conversion ou la maturation des prospects, etc. Ici, pour l'attraction. J'invente rien ici. Là, actuellement, on est sur le Zoom de Marketive qui est connecté à notre HubSpot. Et si vous appelez chez nous, vous allez tomber sur Aircall ici. Donc, chaque outil a sa place, est justifié, et on essaie de ne pas partir dans tout. Code se retrouve dans HubSpot et qu'on puisse en faire quelque chose derrière au final. Pour vous donner un autre exemple sur base d'une intégration qui est très connue, donc c'est HubSpot Salesforce, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'entreprises qui ont historiquement Salesforce et qui n'ont pas forcément envie d'y changer, parce que ça reste un outil plus que correct, mais qui ont envie d'utiliser HubSpot comme base marketing. Donc cette connexion est la base aujourd'hui de beaucoup de clients HubSpot Salesforce. Et on est capable aussi de connecter, ici vous voyez, plein d'outils à HubSpot qui vont fournir HubSpot et qui vont aussi alimenter HubSpot. Et ça marche dans les deux sens. Si on imagine Salesforce qui est connecté à Aircall ou Sales Navigator par exemple. Voilà, donc partie marketing, partie sales, là je ne vous apprends pas grand-chose. Finalement, on commence par où?
si on part de zéro, on n'a pas encore eu de réflexion sur un écosystème digital, vous partez sûrement pas de zéro, vous avez déjà des outils, ça c'est à peu près sûr à 100%. Comment je fais dans ce Martech 5000 pour choisir quoi que ce soit? Alors, le process simplifié que vous pouvez commencer à utiliser, ça va être déjà, faites un audit de ce que vous avez. Vous avez forcément des applications métiers que vous utilisez, enfin, pourquoi vous les utilisez, quel est le scope finalement de chaque outil que vous avez aujourd'hui disponible dans votre entreprise. Est-ce que c'est le marketing, est-ce que c'est le sales, est-ce que c'est les services, est-ce que c'est le support, etc., qui utilisent ces outils. Et finalement, quel est le scope de ce que vous utilisez. Ensuite, c'est voir les besoins métiers que vous avez. Peut-être que finalement, à faire ce travail-là, vous allez vous rendre compte que vous avez deux outils différents qui se marchent un peu dessus. Donc, ils proposent des fonctionnalités communes et finalement, pourquoi pas finalement rationaliser tout ça dans un outil. Ça va vous permettre finalement de voir où est-ce que vous avez des trous dans la raquette dans votre écosystème. Typiquement, vous automatisez pas encore toutes vos campagnes marketing. Typiquement, ça, vous n'avez pas d'outil pour faire ça. Il vous suffit de réfléchir à un outil pour ça. Et enfin, finalement, une étape qui est très importante à mes yeux aussi, ça va être la modélisation de votre écosystème digital. Ce que je veux dire par là, au final, c'est pourquoi j'ai cet outil, qui va l'utiliser et quelles données va transiter. Donc, là, dans l'exemple d'HubSpot et Albacros, imaginons, qu'est-ce que je vais faire transiter comme données pour finalement que HubSpot, ici dans ce cas-là, encore une fois, dans cet exemple, soit ma base de données exhaustive et que j'ai toutes les infos disponibles ici pour prendre des décisions marketing, pour utiliser l'attribution reporting, etc. C'est tout pour moi. Juste pour reprendre le titre de ce webinaire, comment utiliser la data et les outils adaptés pour un marketing performant. Moi, j'ai plus parlé de comment utiliser cette data. Pour utiliser la data, il faut déjà l'avoir, il faut l'avoir propre, il faut l'avoir au même endroit, il faut l'avoir segmentée, il faut l'avoir utilisable et activable pour justement utiliser des outils adaptés. Il y en a une myriade, mais typiquement l'attribution reporting, aujourd'hui, on fait partie. Et il sera forcément biaisé cet outil si la data finalement n'est pas exploitable. Donc il y a vraiment deux choses à voir dans ce titre, c'est ma data, elle est où est-ce que je veux la centraliser, comment je veux l'utiliser, comment je la rends propre pour utiliser des outils que Bénédicte vous a présentés juste avant. Voilà, j'espère que c'était clair. De toute manière, c'est enregistré, ça vous sera envoyé juste après. Tu veux rajouter quelque chose? Non, super, très, très bonne conclusion. Effectivement, je le disais aussi en transition, la data, c'est vraiment la base de tout. Si on n'a pas de data, on ne peut pas faire de reporting et donc on ne peut pas savoir comment on performe notre marketing. Très bien pour moi. Top, c'est plus ou moins complémentaire à ce qu'on a dit. Parfait. C'était voulu. Merci. Donc, si vous avez des questions, vous avez un module Q&A directement dans Zoom. Il nous reste quelques minutes pour répondre à certaines questions, si vous en avez. On reste disponible. Je ne pensais pas qu'on avait été aussi clair dans ce qu'on a raconté. Et de rien, Anna, c'était un plaisir. C'est la première collaboration que Marketing fait avec HubSpot. Je suis content de savoir que ça s'est bien passé. Super. Donc évidemment, il y a des ressources aussi pour étayer un petit peu tout ça, parce que là, on a essayé de voir un petit peu tout le scope. Si vous voulez avoir un petit peu plus de détails, évidemment, on reste disponible. Ça vous sera envoyé par mail. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'autre module? Alors, dans l'autre module, faut-il mettre en place des trackings sur toutes nos actions ou avec les outils, c'est automatisé? Donc, je prends en partie la question, si tu veux compléter, n'hésite pas Thibaut. Donc, tous les outils et tous les assets marketing que vous allez publier depuis HubSpot sont automatiquement traqués dans l'outil. En revanche, comme le disait Thibaut, vous allez sans doute vouloir compléter vos outils marketing avec d'autres plateformes. Et à ce moment-là, il faudra effectivement traquer ces éléments que l'on considère du point de vue d'HubSpot externe. Une autre question, la solution de reporting est disponible uniquement dans la version Enterprise.
Est-ce que ce sera dispo dans des versions inférieures? Alors non, à l'heure actuelle, effectivement, l'outil de reporting dans sa version attribution de revenus, ce qu'on a vu aujourd'hui, est uniquement disponible en enterprise. Au jour d'aujourd'hui, elle n'a pas vocation à descendre dans les versions inférieures, tout simplement parce qu'il y a d'autres solutions de reporting, peut-être moins complètes, qui sont les versions inférieures, mais qui répondent à des besoins qui existent déjà. Et l'idée de l'outil aussi, c'est d'être scalable et donc de s'adapter à vous au moment où vous grandissez. Donc plus vous grandissez, en général, plus la version supérieure de l'outil s'adapte à vos besoins. A priori, si vous commencez sur une version de l'outil starter, c'est que vous démarrez, il n'y a peut-être pas encore assez de data justement pour faire de l'attribution, pas encore assez de choses en ligne pour faire ce type de rapport. Alors, je crois que j'ai une question intéressante. Quand vous parlez de data, de quelle information parlez-vous concrètement? C'est pas faux, je vais pas expliquer. Finalement, c'est tout ce qui va toucher à l'objet contact. Typiquement, de la data, ça peut être le nom, prénom, email, le nom d'employé, la taille de l'entreprise, le CA de l'entreprise. Donc ça peut aussi concerner finalement l'objet entreprise. Combien il y a de personnes en entreprise, c'est quoi le secteur de l'entreprise, etc. Ça peut toucher à l'objet deal, quel est le montant du deal, quelle est la date de closing. Ça peut toucher aux produits, quels sont les produits que je vends, etc. Ça peut être finalement toutes les données, ça peut même être meeting, ça peut être notes, les notes que j'ai prises sur un contact. Ça peut les être interactions que j'ai eues, est-ce que j'ai eu des appels? Voilà. Ça va très loin. C'est quel a été l'outcome de l'appel? Est-ce que la personne a répondu? Est-ce que la personne n'a pas répondu? Est-ce que j'ai laissé un message? Finalement, ça peut être tout ce que vous pouvez inscrire dans un CRM, c'est de la data. Alors, dans le cadre d'une intégration HubSpot Salesforce, il peut être difficile de faire remonter l'info du CA acquis jusqu'au niveau du contact. Est-ce que vous avez un retour d'expérience là-dessus? Oui. Pour avoir fait beaucoup d'intégration HubSpot Salesforce, quelque chose que j'ai pas mal fait justement pour pallier à ça, c'est l'utilisation des campagnes Salesforce. C'était avant l'attribution, etc. Utiliser les campagnes Salesforce finalement, parce que depuis HubSpot, on peut inscrire nos contacts dans des campagnes Salesforce et utiliser ces campagnes justement pour calculer le ROI marketing. Donc ça, aujourd'hui, c'est possible dans HubSpot avec l'attribution reporting qui fait ce travail-là encore plus automatique, un peu plus intelligent avec les différents modèles possibles. Mais vous pouvez réfléchir à si vous utilisez Salesforce aujourd'hui, regardez un petit peu les campagnes Salesforce et comment les utiliser pour finalement une campagne Salesforce égale une campagne marketing. Voilà, j'espère que je réponds à la question. C'était très succinct, on pourrait y parler des heures en fait de cette question-là. Quand et sur quoi sera le prochain webinaire? C'est une bonne question. Bonne question, il faut qu'on se penche sur la question. Une autre question de Sabrina. Je vois bien l'utilité d'HubSpot en B2B. Avez-vous des cas d'usage en B2C? Alors oui, mais c'est du 80-20 entre B2B et B2C, simplement pour la bonne raison que le B2B en général va proposer des services ou des produits qui vont demander un petit peu plus d'informations, un petit peu plus de maturation des prospects, etc. Parce que si on parle B2C, on peut penser à Carambar. Est-ce que j'ai vraiment besoin de tous ces systèmes-là pour vendre des Carambars? Non, c'est un achat compulsif, donc pas vraiment. Donc oui, il y a des cas de B2C parce qu'en B2C, il peut y avoir des produits qui sont compliqués à vendre, évidemment, mais ça s'approche quand même plus du B2B. J'ai bon ou Oui, je veux parfait. compléter? Très bien. On est pas mal, je pense. Écoute, je pense aussi. Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce qu'on peut croiser et vous lier les modèles d'attribution Ads, Analytics et HubSpot? Alors, c'est une bonne question. Alors, si c'est juste un agrégat d'analytics, je sais qu'on peut faire en sorte d'avoir de l'analytics qui viennent de l'Ads, d'Analytics et de HubSpot. Mais les modèles d'attribution, là, je ne suis pas sûr d'avoir la réponse par contre. Oui, c'est en fait dans HubSpot, ce qu'on va utiliser, c'est comme on l'a dit, toute la donnée qu'on a disponible dans l'outil. En revanche, on ne va pas pouvoir venir importer des modèles qui ne seraient pas existants dans HubSpot ou de la donnée qui ne serait pas existante dans HubSpot. Je ne sais pas si je réponds à la question. Si on ne répond pas, n'hésitez pas à nous envoyer des messages individuels potentiellement sur LinkedIn pour creuser. Parfois, c'est un peu compliqué sur ce format-là de vous répondre. Ok, je pense que les questions prochaines, on va les prendre, on va répondre On va les répondre individuellement. on va les prendre individuellement.
Donc, merci d'avoir participé à ce webinaire en espérant que c'est le premier d'une longue série. Si vous avez des feedbacks à nous faire sur le format, etc., on est aussi preneurs parce que c'est la première fois qu'on travaille ensemble sur ce genre de webinaire. Donc voilà, je vous dis à bientôt et merci d'avoir participé. Merci à tous. Au revoir.